Bienvenue sur Click. Merci. Toutes les semaines, il y a des gens qui nous disent c'est quand DJ Snake sur Click, c'est quand DJ Snake sur Click. Me voilà. Ils sont bien payés? Ah, je sais pas. On va reprendre l'histoire depuis le début. Ouais. Tu as grandi dans le Val d'Oise. Ouais. Déjà, j'ai une question. Quand j'étais journaliste à Radical, il y avait tout le temps des tags vers Saint-Ouen. Ouais. Snake, et on me dit c'est un petit 12-13 ans Ouais. qui fait ça. Est-ce que c'était toi? Ouais, c'est moi. Donc tu venais exprès en bas de Radical taguer? Non, même pas. Je savais même pas pas où c'était à 12 ans, Radical. Je le lisais, c'est tout. Et ouais, on déchirait tout le nord de Paris en fait. T'as commencé dans le tag. Ouais. Comment ça t'a touché? Bah, en fait, il y avait des mecs un peu plus âgés dans mon secteur qui étaient des graffeurs. Et ils étaient partout en fait. Et à chaque fois, genre, on se prenait la tête, on était à Montparnasse, on disait regarde, il est encore là, putain, comment il est monté là? Et ça nous a, je sais pas, ça m'impressionnait en fait. Donc on a voulu faire un peu pareil, sauf qu'on n'avait pas le même talent, on voulait saloper les murs et être partout quoi. Plus qu'un truc super beau, etc. Donc ça, c'était début des années 2000. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu avais envie d'être DJ ou pas? Non. En fait, j'aimais le son, j'étais à fond dans le son. Et j'étais plus le mec super timide à l'époque des booms, tu vois, à l'époque des booms où tout le monde danse, tout le monde a une petite copine. Et moi, j'étais le mec qui avait pas la cote et je voulais même pas danser, j'étais assez renfermé sur moi-même. Donc j'étais derrière la chénifie dans l'angle avec mes CD de titres. Donc j'avais trouvé ma planque quoi. Et c'est ensuite, un peu plus tard que... Donc t'étais le mec qui mettait les CD de titres. ouais. Tu jouais quoi? Je sais pas, du MC Solar. Informer de Snow. Je me suis dit, ce mec a dû jouer Informer de Snow en boom timide. Ouais, non, c'est vrai. Ace of Base. Ouais, plein de trucs comme ça. Ouais, c'était une bonne époque. Comment t'as basculé sur le hip-hop? Parce que c'est ta culture de base, que les gens ont tendance à... Bah, le truc, c'est que sans vouloir la jouer genre cliché, mais quand tu viens un peu d'un quartier populaire, le hip-hop, il est super présent dans tous les sens au quotidien. Que ce soit, t'as des potes qui dansent, t'as des potes qui graffent, t'as des mecs qui grattent un peu la feuille. Et il n'y avait pas de DJ dans mon quartier. Et quand j'ai vu La Haine, en fait, la scène de Cut Killer mythique, et quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Genre le trauma, quoi. Ah ouais, non, vraiment le traumatisme. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est parfait pour moi. T'as fait un court-métrage en référence à La Haine qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Ouais. Mais le Jusqu'ici tout va bien dans ta bouche, il sonne plutôt comme un Moi Hamdoullah ça va. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Il y a 3 ans, moi, je voulais limite arrêter, quoi. Quitter le business de la musique. Parce que, en fait, je sais pas, j'avais plus le petit truc qui m'excitait en fait au quotidien. Et je me suis pris la tête sur un mois d'août où je suis resté en studio tous les jours, où j'ai voulu voir personne. Et je fais de la musique un peu chelou. Et j'ai tenté, j'ai dit bon, après le mois d'août, j'arrête, je fais autre chose. Parce que c'était quoi les trucs que tu faisais qui ont fait que t'en as eu marre? En fait, j'ai produit pour pas mal de gros artistes aux States. Lady Gaga, etc. entre autres. Et beaucoup de pression, beaucoup de déception, beaucoup de frustration. Et en fait, voilà, ça m'a dégoûté en fait, de la musique. Chose qui est genre, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis comment ils ont pu te dégoûter. Me dégoûter, quoi. Parce que c'est le rêve de n'importe quel Français, ouais. N'importe quel DJ de se dire je fais des prods sur Lady Gaga, ouais. qu'on annonçait à l'époque comme la nouvelle Madonna. Moi, je suis quelqu'un qui est très... je prends les choses à cœur. Et quand je fais un truc, il faut vraiment que je sois à fond, etc., et super impliqué. Et quand on te demande de bosser sur un album pendant 1 an, 2 ans, et qu'au final, il n'y a rien. Il n'y a rien, ou on te change tout ce que tu as fait, toute ta vision. C'est un peu frustrant. Et que... En fait, il y a plein de choses. Il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs que je peux pas dire non plus. Mais en fait, j'ai eu un ras-le-bol. Je me suis dit, moi, tu sais quoi, la Zik Mu, je vais en faire chez moi avec mes potes le dimanche. Ouais. Et vas-y, on va arrêter là, quoi. Parce que t'es pas le seul à me dire ça. J'ai plein de potes qui font de la musique. Ouais. Ils ont été sollicités via leurs éditeurs pour bosser sur des gros quinries. Ouais. Tu vois les noms, tu te dis, oh là là, tu as bossé sur un gros album. Ouais. Et quand l'album sort, ils me disent, mais ça, c'est mon son. Ça, c'est un truc que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est une idée que j'ai donnée. En fait, c'est plein de trucs comme ça. C'est plein de trucs comme ça. Après, sans vouloir rentrer dans les détails, etc. Mais c'est la jungle, en fait. Et j'étais pas du tout prêt pour ça, en fait. Moi, j'étais petit c'est franc, qui voit un challenge, qui est avec sa bande de potes, on bosse ensemble, on essaie d'y arriver.
Et au final, on se prend des grandes baffes dans la gueule. Mais c'était une bonne expérience. Moi, s'il fallait le refaire, je le refais demain. Mais le truc, c'est que c'était dur à encaisser en fait. Ouais. Parce que c'est un peu genre le grand 8 émotionnel. Parce que pour rappeler comment ça fonctionne, un disque américain quand c'est une grosse resta, c'est le manager ou l'équipe de producteurs qui dit voilà, on va appeler plein de compositeurs, plein de producteurs à participer à l'album, mais en fait ils vont garder 2-3 personnes. Ouais. Sauf que ils auront écouté 40, 50, 60 sons avec 50, 60 couleurs, mais qui vont prendre en fait ce qu'ils aiment dans tout ce qu'ils reçoivent. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est un peu ça, c'est une sorte d'appel d'offres en fait. Et donc voilà, après au final, moi j'ai quand même eu 4-5 disques avec elle. Donc je peux pas me plaindre, mais bon, c'était jamais le produit que moi, c'était jamais ma vision en fait. Ouais. Donc à un moment donné, je me suis dit peut-être que si je me mets à bosser sur mon projet solo et que je prouve que ma vision, je peux amener un truc, peut-être qu'un peu plus tard, je pourrais rebosser avec des artistes et avec un peu plus de crédit à leurs yeux et me dire bon, quand je vais leur parler, ils vont m'écouter. Ouais. Parce que j'aurais fait mes preuves, alors que là, j'étais rien quoi. Parce qu'à la base, toi, t'es un DJ qui s'est fait connaître dans les clubs. Ouais. T'as tourné beaucoup avec Cut, justement. Ouais, Cut, au Gibus, tout ça. Voilà, au Gibus, dans les salles à l'ancienne, je me rappelle des fêtes. Je sais pas, il y avait 200 personnes qui venaient te voir danser, les flyers sur MySpace. 200 personnes et 50 potes à moi en fait. Voilà. Un peu ça, ouais. Et donc d'un coup, bam, tu produis pour du Lady Gaga, des choses comme ça. Tu fais la première partie de Snoop à Paris. Ouais. Tu commences à faire plein de choses. Et quand tu commences à être dégoûté, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, le meilleur de moi-même est sorti. Quand je me suis dit, tu sais quoi, les formats, les références, parce que c'est beaucoup de ça aussi, on donne beaucoup de références, mais la musique, ça se fait pas comme ça. Ouais. Moi, c'est pas ma vision des choses. Mais moi, j'étais juste un petit céfran dans la grande jungle de la musique industrie américaine, tu vois. T'es un chat chez les lions, quoi. Un peu, ouais. Un peu. Mais j'ai beaucoup appris, tu vois. Franchement, je peux pas non plus cracher dans la soupe. Aujourd'hui, je serais peut-être pas là avec toutes les choses que j'ai appris avec ces projets. Et je vais te poser une question idiote, c'est que le matériel des DJ, il a beaucoup changé. Ouais. Il y a des systèmes comme le Serato que toi tu utilisais beaucoup à l'époque qui sont arrivés, des trucs comme Live, d'Ableton qui sont arrivés pour composer en même temps qu'on mixe. Ouais. Est-ce que c'est ce qui t'a aidé à trouver ton son quand tu t'es enfermé? Non, pas vraiment. Franchement, non. Est-ce que tu as trouvé sur Live ton son? Non, pas du tout. Franchement, en fait, c'était la fusion entre quand la trappe est arrivée, mais la trappe électronique. Hein. Donc c'est le mélange de gros sons Atlanta avec des sonorités électroniques super débiles en fait. Alors, des trucs super ignorants. Et j'adorais en fait l'énergie du truc. En fait, le mélange entre mes racines de rap et la musique électronique qui me faisait kiffer aussi. Et c'était genre une sorte de nouvelle vague pour moi. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit putain. Alors ça me fait kiffer là. Là, je vais aller au studio, je vais m'enfermer juste pour faire des trucs de débiles qui vont sûrement pas marcher, mais je vais me faire kiffer pendant tout le mois d'août, parce que j'ai rien à faire. Et j'ai fait ça et j'ai fait Turn Down For What. À la base, c'était pour les gens, c'est un tube de Lil Jon, Ouais. mais c'est un tube de DJ Snake. Ouais. Et c'est un sample qui vient de Redman, c'est ça à la base? Ouais, parce que forcément au début, je suis dans mon studio à Boulogne et j'écoute un morceau de Redman, un morceau qui était en plus, qui est même pas un de ses top, un de ses classiques, mais Et comme il n'y a pas beaucoup d'acapella de lui. il n'y a pas beaucoup d'acapella de Redman, donc je trouve une phrase dedans qui dit This is the countdown, bang the underground. This is the countdown, bang the underground, bang 100 rounds, nigga you want it down. Et je me dis, ah putain, c'est cool ça. Donc je le sample, etc. Je construis un truc autour. Et une fois que le morceau est fini, on se regarde avec mes potes, on dit, c'est vraiment cool ça, c'est sympa et tout. Donc on fait les démarches pour contacter Def Jam pour clearer le sample. Et là on nous dit, non, c'est mort, on est en litige avec Redman, il n'y a rien qui va se passer. Et là mon manager qui est là, il me dit, tu sais quoi, viens, on le balance, on s'en fout. On le balance gratuitement sur internet, et on verra. Et moi je tente un autre truc, j'envoie la démo à 2-3 personnes, dont Lil Jon. Et le mec me répond en me disant putain ça tue, ouais je me rappelle de toi, le Cefran et tout, ouais, mortel. Ok bah je fais ça cette semaine. Moi je suis super dosé et tout. Et au final le truc qu'il m'envoie, c'est le morceau qui est sorti quoi, identique, il l'a fait en one shot et Bah il a crié quoi. il a gueulé. C'est ce qu'on voulait en plus. Ouais c'est ça, c'est juste cri Lil Jon. Turn down for what? Turn down for what? Et après on part sur un morceau que je balance gratuitement pendant 1 an. Le buzz monte, etc. Et on fait un clip, et là le clip par contre met le sonore à un autre niveau.
Et là, on est dans un phénomène, dans un phénomène mondial, où tout le monde le joue, même les Obama le postent sur le Twitter de la Maison Blanche. Turn up for what? Et on a vendu 10 millions de singles avec ça. 10 millions de singles. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, forcément, il y a le marché américain qui t'adore. Ouais, Qui a oublié qui t'a fait la Zermie. Ouais, un peu, ouais. Ça va vite en même temps, hein. Ouais. Dans les deux sens. Mais c'est pareil ici. Hein. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est que le format du Somor, il était plus... les Quinry l'ont capté direct, en fait. Donc ça a commencé, le buzz a commencé aux States. Et mon manager me dit, putain, on reçoit plein de demandes pour des shows, etc. Faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je dis, c'est quoi, viens, on prend un endroit aux States, parce que les allers-retours, c'est dur, tu vois, on en a fait au début. Viens, on s'installe là-bas pour voir et on fait ce qu'il y a à faire, tu vois. T'es allé où? Et je suis allé à Miami. Quand tu te heurtes à un espèce de manque de respect ou d'appropriation de tes idées, de ton travail, et qu'après tu as réussi à imposer ton son, comment tu vois le changement de rapport de force avec l'industrie américaine? Aux States, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois que tu es à la mode, toutes les portes sont ouvertes, tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est inatteignable. T'es bankable, genre, tout est possible. Donc après, à toi de saisir les opportunités et d'enchaîner. J'ai l'impression que tu as fait un calcul très simple. Parce que quand tu as été bankable, on t'a pas vu en train de t'éclater dans des piscines avec des topus. Pas mon délire du tout. On t'a vu sortir de plus en plus de disques. Je les ai déjà fait les studios, j'ai déjà vu les grandes stars, j'ai déjà été nominé aux Grammy Awards. Donc c'est pas un truc qui va m'impressionner. Je suis content, mais je suis toujours concentré sur le prochain truc, en me disant ouais, ok, là c'est cool, mais les gars on continue, on bosse, on enchaîne. Parce que tout peut s'arrêter. Et j'ai une expérience où j'ai vu en France, à mon petit niveau, un truc s'arrêter. Parce que moi j'arrive pas à comprendre comment ils font les rappeurs américains. Ils peuvent toucher des millions d'un coup et être pauvres 2 semaines après. Tu vois par exemple un Kanye West il annonce qu'il est endetté à 53 millions d'euros. Ça te paraît crédible ou pas toi? Ouais, ça me paraît crédible mais je pense que c'est un choix quoi. C'est un mec qui met beaucoup de passion et il met tout dans son truc. Tout comme il y a des gens qui ont un magasin de disques, ils ont mis leur maison ou même des rappeurs, je veux pas le citer, mais genre ils ont mis leur maison parce qu'ils voulaient faire tourner leur label et développer des artistes. Un artiste que je respecte beaucoup en France qui a fait ça, et big up si tu te reconnais. Et voilà, les mecs, c'est leur passion, quoi. Moi, je respecte. Après, c'est ouf, c'est complètement ouf, hein. Mais je respecte un mec qui se mouille, quoi. Toi, c'est quoi la vision que t'as? C'est maintenant que t'as trouvé un son et que les mecs veulent ton son. Est-ce que c'est de te dire, je vais étaler ma formule le plus possible ou j'en cherche déjà une autre? Et je suis pas dans ça, en fait. Moi, je suis dans le studio, je donne ce que j'ai. Si je suis avec mes potos, on est en train de danser, on kiffe, il y a un truc, on le balance. Ça marche, c'est cool, ça marche pas. Et à chaque fois, en fait, je calculais pas, je balançais mes trucs, ça a marché. Quand j'ai travaillé pendant 5 ans pour les artistes du Quinry, où on te dit, ouais, pense radio, le refrain, plus ceci, le truc, plus cela, ça sonnait plastique. Ouais. Donc au final, ça marchait jamais. Ouais, mais comment tu gardes cette espèce d'innocence et de côté candide quand il y a des gens qui vivent grâce à ton travail et que tu représentes un truc fort dans une Le truc, c'est de pas industrie? calculer, quoi. Tu vois? Je pense pas qu'un peintre, quand il a fait une putain de pièce, il se dit je vais refaire la même. Je pense qu'il faut que ça reste instinctif. Si tu réfléchis trop, tu vois, je sais pas. C'est ma façon de voir les choses. Peut-être dans un an, je serai perdu et je vais vouloir récupérer. Je sais pas, moi, c'est comme à l'époque. Hein. Après, je me mets aussi en tant que fan. C'est que quand j'écoute un album, j'ai pas envie que l'album d'après sonne pareil, quoi. Ouais. Tu vois? Parce que c'est pas intéressant. Et quand tu vois par exemple un morceau comme Linon, Ouais. qui était le plus gros carton de l'année dernière, Diplo, c'est quand même pas un mec qui va aller chercher d'autres gens pour produire des sons. Ça lui ressemble pas. Et le truc, c'est que Diplo, en fait, il sent bien les coups. En fait, avant que la vague arrive, il l'anticipe. Donc c'est un bon surfeur, si tu veux. Genre, pour imager un peu le truc, c'est un bon surfeur. Et dès qu'il voit une vague qui arrive, forcément, il soutient. Donc moi, Diplo, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour moi. Il a sorti mon premier EP sur ma descente quand personne me répondait. Je l'ai envoyé à tous les DJ. Personne m'a répondu. Et Diplo m'a répondu, m'a dit « Putain, je kiffe, il y a un délire. Je veux sortir ça sur mon label. » Cité. Et à partir de là, tout a commencé. Donc pour Linon, c'est pareil. Genre, il est venu me voir. On était en Jamaïque, sur la plage, à Kingston. Il me faisait écouter les idées qu'il avait pour Major Lazer. Donc il me faisait écouter tout, etc. Et il y a un truc qui m'a fait tilter, un morceau. Et c'est un truc reggae, super lent, etc.
Et je me dis, j'aime bien la voix, j'aime bien le flow, etc. Il y a une vibe. Je dis, ouais, tu comptes faire quoi de ça? Il me dit, bah, je sais pas, franchement, je pense que je vais pas le finir parce que je suis un peu kéblo dessus. Donc je dis, file-moi la capella, je vais tester un truc. Le lendemain, je rentre chez moi à Miami. Je suis en train de me faire des pâtes et je suis dans ma cuisine. Je prends la capella, je l'accélère, je fais un truc et en 2 heures, je plie le morceau. Je lui renvoie et là, il me dit, putain, mortel, ça tue, j'avais pas le single, etc. C'est parfait, je t'appelle demain. Et au final, le morceau, il est resté tel quel. Et c'était de l'instinctif, tu vois. Et c'était une période où j'étais super light au niveau inspi. Il n'y a rien qui sortait depuis genre 2-3 mois. Ouais, mais c'est un son qui sonne comme du Snake et pas comme du Diplo. Avec tout le respect que j'ai pour Diplo. Ouais. Non, c'est clair. Mais après, ouais, des fois les collabs, c'est comme ça, tu vois. Sur quoi tu travailles tes sons? Parce que quand on se trouve un son, Ouais. la question que je me pose, c'est sur quoi, sur quel instrument, sur quel matériel, sur quel logiciel on travaille son son? Je pense pas que ce soit super important en fait Le matos? Ouais, aujourd'hui non. Aujourd'hui, tu peux reproduire un son pit rock sur un ordinateur. 18 years younger than my mama, but I really got beaten 'cause the girl loved drama. Tu peux peut-être pas premier parce que premier, il a des drums quand même qui sont super tendus. Je peux pas battre premier. Non. And now for my next number, I'd like to return to the classic. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mecs qui m'ont impressionné avec des sons qui sonnaient genre super MPC old school. Et le mec, il bosse sur un vieux sur un Windows. T'avais bossé avec des rappeurs français? Non. Non, pas vraiment. J'en connaissais, hein, parce que j'ai fait. J'ai fait genre 1 an ou 2 ans à Bam Rush, à Skyrock avec Cut Killer, etc. Donc tous les rappeurs français venaient pour les freestyles et ceci, donc j'ai rencontré tout le monde. Mais t'étais le mec dans son coin qui jouait du rap carré. Ouais, je jouais du rap quinri et au niveau des instrus, j'étais pas super confiant en fait. J'avais un manque de confiance en moi, donc je me disais pas, tiens Kerry, une instru, genre. Là, on t'a vu cet hiver poster des photos avec gradure. Il y a un truc qui se prépare ou pas? Je sais pas, non, je pense pas, en tout cas on en a pas parlé. C'est plus, il était à Miami, on avait un pote en commun et on s'est rencontrés, c'est un mec super cool. C'est le plus gentil, mais derrière moi, les gros sont méchants, ouais. Et j'ai beaucoup de respect pour lui, même sa musique, etc. Quand il arrivait, je trouvais ça fort comment il arrivait dans le game et il a sans calcul balancé toutes les semaines et le buzz a explosé. C'était vraiment une leçon en fait de se dire ouais, genre aujourd'hui t'as pas besoin de radio, t'as pas besoin de maison de disques, t'as pas besoin de rien du tout. Si t'as du lourd et que t'es consistant, les gens vont te suivre, tu vois. Il y a plusieurs vagues de Français qui commencent à se faire connaître aux États-Unis. Il y a eu la vague David Guetta. Il y a la vague un peu plus pointue avec Brodinski. Est-ce qu'il y a des réunions de Français quinri qui se font des fois? Comment ça? Est-ce que ça t'arrive de parler avec ces mecs-là, d'échanger Les Français, tu veux dire? qu'il s'agisse de Guetta, des Headbangers, Ouais, de bien sûr. Brody Non, je connais tout le monde. Je connais tout le monde et j'étais avec Pedro la semaine dernière sur un bateau, on est parti aux Bahamas et tout. Normal. Ouais, et Guetta, pareil, on se connaît, on discute de temps en temps. Je connaissais bien Mehdi aussi, de l'époque quand j'étais plus jeune. Je trouvais ça un peu dommage que tout le monde soit dans son coin en fait, tu vois. Genre il y a vraiment des clans, des mecs genre comme Guetta qui sont beaucoup plus mainstream, Headbanger, ils ont leur clique à eux, tu vois. Brodinski, c'est pareil, ils ont un crew. Et personne ne se mélange. Et je trouve que c'est dommage. Alors que dans d'autres pays, genre, tout le monde se respecte, tout le monde parle entre... Tu vois, et je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc les Français, ils font les Français même à l'étranger, quoi. Ouais, grave. Ils sont relous même à Et l'étranger. justement, moi, je crois que je suis la seule personne qui côtoie un peu tout le monde, toi. Je suis le mec un peu au milieu. Et j'ai un événement qui s'appelle Pardon My French. Où je book que des Français. Je fais un line-up 100% français. Et on bouge, on fait des grosses salles à New York, on a fait Miami, là on va faire une tournée. Et le but c'est vraiment de réunir tout le monde, tous les univers en fait. Qu'on peut avoir un Justice, on peut avoir Solveig. Il existe encore, lui, Solveig? Ouais, il existe encore. Et même, tu vois, même c'est bien de représenter la France et de proposer quelque chose de différent, tu vois. Une sorte de panel comme n'importe quel festival, sauf que ce soit seulement français, quoi. Donc c'était un peu mon challenge, tout aussi en supportant les nouveaux talents français, des jeunes.
Parce qu'aujourd'hui, quand t'es français et que t'es DJ ou t'es dans la musique électronique, je trouve pas qu'il y a vraiment une plateforme, quoi. Il n'y a pas un label français large, tu vois, un label qui est ouvert à la nouvelle scène. Il n'y a pas une radio qui va jouer de l'électro toute la journée. Il n'y a pas de festival, un gros festival l'été pour la musique électronique en France. Et je pense que la France, les jeunes talents en France ont besoin d'espoir, tu vois, d'espoir. Tu te verrais vivre en France à nouveau? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Le Val d'Oise, ça te manque? Pas forcément le Val d'Oise, mais forcément, ouais, ça me manque. Moi, ma vie, elle est ici. Le truc après, c'est que c'était une question d'opportunité. Si mon truc, il aurait pété au Japon, je serais parti vivre au Japon. Je suis quelqu'un de déterminé. Et je suis quelqu'un, quand il y a une opportunité, on bloque la porte et on fait rentrer toute l'équipe et on rentre. On fait pas les trucs à moitié. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que tu représentes plus une inspiration pour plein de jeunes de se dire mon salut, il est peut-être ailleurs qu'en France, quoi. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'être français, on a des passeports, on peut aller partout. On peut parler anglais, il y a Internet en ce qui concerne les musiciens. Ouais, sauf les binationaux s'il y a des soucis. Malgré tout, les Français approuvent toujours le principe de la déchéance. 73% sont pour son extension aux personnes condamnées pour terrorisme. Mais le soutien s'est effondré d'une vingtaine de points depuis novembre dernier. Ouais, c'est encore une autre histoire, mais... Donc à partir du moment où ta musique elle est bonne, tu peux aller partout, quoi. Et même pas que dans la musique. Un mec qui est jeune, qui est talentueux, qui en veut, qui est déterminé, il peut aller bosser partout. Genre, vous arrêtez pas à la France, quoi. Si ça marche pas en France, allez voir ailleurs. Tentez, vous êtes jeune, tentez le truc et... je sais pas, moi je trouve qu'on devrait prendre un peu plus de risques. Surtout quand on est jeune, qu'on n'a rien à perdre. Tu vas un an à New York, tu reviens, t'as rien perdu. Pourquoi tu prends pas le risque d'enlever tes lunettes depuis tout à l'heure? Ouais, parce que c'est ma... C'est ta marque de fabrique? Je me cache derrière tout ça, tu vois. Et en plus, j'ai pas beaucoup dormi, donc je vais ressembler à rien. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait halluciner, c'est que je vois à chaque fois des photos de Watt sur hyper sérieux, lunettes de soleil sur Internet. Ouais. Et je t'ai rencontré, je me dis, putain, le gars, quand il a pas de lunettes, il est surtigeant, il est chill, c'est un mec de cité. Ouais, après, moi, je suis... Ouais, après, c'est pas les lunettes qui font que, tu vois. C'est un mec de test timide, en fait. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à jouer les gros festivals et tout, t'as 100 000 personnes devant toi qui te regardent, et je le vivais mal, en fait. Je savais pas s'il fallait faire des gestes, s'il fallait... Je sais pas, le truc, c'est que j'avais l'impression que tout le monde me regardait, et ça me déstabilisait. Et mon manager Steve me dit, ouais, essaie des lunettes, genre, mets des lunettes, que ça va te mettre, genre, ça va te couper avec le reste du truc, et tu seras dans ta bulle. Et je l'ai fait, ça a marché, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que sans mes lunettes, les gens me reconnaissaient pas, en fait. Donc je jouais à un festival, j'enlevais mes lunettes, je sortais, personne ne te reconnaît, tu les mets, tout le monde vient. Donc je me suis dit, c'était peut-être un moyen aussi de garder cette pseudo-tranquillité, tu vois, ou anonymat. Ouais. Genre quand j'enlève, je peux aller faire ce que je veux, personne ne me calcule, tu vois. Et je trouve que c'est mortel de pouvoir continuer à jouir de cet anonymat tout en vivant des trucs de dingue en live, etc. Là, on a parlé de ce qui t'a amené à faire de la musique et tout. Ouais. Il y a un album qui arrive. Ouais. Et je pense que pour parler de cet album, pour le comprendre, il faut qu'on te suive là où tu seras pour comprendre ta vie. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis des blases de ouf, j'étais sur une plage en Jamaïque, j'ai dû mettre des lunettes parce que j'étais devant 200 000 personnes, machin, mais les gens ne réalisent pas ce que c'est que ta life. Donc est-ce que tu nous invites dans ta vie sur une deuxième partie? Bien sûr, on va où? Bienvenue. Vous voulez? Je sais pas, dis comment ou quoi? Je sais pas. Il sort quand l'album? Là, je suis en train de le finir, là. Donc on va essayer avril, je pense, mai peut-être, avant l'été. Avril, on est à Los Angeles. Vas-y, c'est parti. Ok. Rendez-vous en avril. T'as ton passeport? Ouais, Algérien ou français? les deux. Bon, vas-y. Non, je suis français, Mortel. À plus tard, ouais.